suis le docteur Palix Guyot-Maud, je suis neurologue sur le CHR d'Orléans et donc dans le cadre de la semaine du cerveau, je vais vous parler aujourd'hui de la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, qui est-elle? C'est une maladie du système nerveux central et lorsqu'on parle du système nerveux central, bien sûr ça concerne le cerveau, mais également cette petite structure ici en arrière qu'on appelle le cervelet. Devant, on a le tronc cérébral qui fait le lien entre le cerveau et la moelle épinière. Et puis, ça englobe également toute la moelle épinière, donc qui est ce cordon gris qui est juste en arrière des vertèbres. Et puis, on englobe également le nerf optique qui correspond au seul nerf crânien qui est le prolongement du cerveau. Donc c'est une maladie du système nerveux central, c'est également une maladie chronique, une maladie auto-immune parce qu'elle va impliquer notre système immunitaire. Et c'est également, on le verra plus tard, à la fois une maladie inflammatoire et une maladie dégénérative. Donc en l'absence de traitement, on va avoir possiblement l'installation d'un handicap fonctionnel qui est modéré en moyenne après 10 ans. Donc les patients peuvent avoir du mal à marcher par exemple au bout de 10 ans. Et un handicap plus sévère au bout de 21 ans avec par exemple l'utilisation d'une canne. Donc heureusement, on a aujourd'hui de nombreux traitements efficaces qui permettent d'éviter cette évolution de la maladie. Voilà, donc pour comprendre la sclérose en plaques, il faut comprendre comment est fabriqué notre système nerveux central. Donc nous avons des neurones et chaque neurone est constitué d'un corps cellulaire avec des prolongements. Le prolongement s'appelle l'axone et l'axone va être entouré d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline qui permet de protéger l'axone et d'améliorer la conduction nerveuse. Et dans la sclérose en plaques, on va avoir la myéline qui va être abîmée et donc qui va entraîner une moins bonne conduction de l'influx nerveux. Et puis l'axone qui est mis à nu va aussi être plus facilement détruit. Donc là, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez des lymphocytes qui normalement sont dans le sang qui vont de manière anormale s'activer, rentrer dans le système nerveux central et venir faire des dégâts, faire des lésions sur la gaine de myéline, mettant à nu l'axone. Lorsqu'on a cette destruction de myéline, on va avoir de l'inflammation focale, focalisée, et donc sur les IRM de nos patients, on retrouve ces zones blanches qu'on appelle des hypersignaux sur l'IRM, et qui correspondent à des plaques. C'est pour ça qu'on appelle ça la sclérose en plaques. Donc là, effectivement, on voit une zone blanche ici, là. Ici, au niveau du pédoncule cérébelleux, on en devine une ici, un petit peu là. Voilà, donc c'est effectivement une maladie chronique du système nerveux central. Ça touche environ 2,3 millions de patients dans le monde. Et en France, on a à peu près 100 000 patients qui sont suivis pour cette maladie. Ça concerne le plus souvent des femmes et comme vous le voyez, c'est le plus souvent une maladie du sujet jeune puisque la maladie va débuter entre 15 et 40 ans avec une moyenne autour de 30-35 ans. La maladie se présente avec de nombreux symptômes et c'est vrai que j'aime bien cette image de l'iceberg où on va avoir des symptômes visibles, donc un patient qui a des difficultés pour marcher, ça effectivement ça se voit, mais vous voyez qu'il y a une grosse part de symptômes invisibles et ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que souvent ça altère la qualité de vie de nos patients. Alors, comment débute-t-elle? Le plus souvent, je vous ai dit que ça concernait des femmes, donc le plus souvent survient chez la femme jeune une poussée. Donc, la poussée, ça va être l'installation d'un déficit et le plus souvent, le déficit va récupérer. Donc, quand on parle de poussée, on parle d'un symptôme neurologique qui va s'installer sur 24 heures et qui va durer dans le temps. Donc souvent, j'explique aux patients s'ils ont juste des fourmillements quand ils ont croisé les jambes, parce qu'ils sortent de voiture ou la nuit. Ce n'est pas forcément une poussée. Ce qui est très important, c'est la durée des symptômes qui doit durer au moins 24 heures. Et si on fait une IRM à ce moment-là, on va visualiser la plaque, donc la zone d'inflammation qui est responsable de la poussée. Donc voilà les symptômes que l'on peut rencontrer au cours d'une poussée. Donc en fonction de là où se positionne la plaque, on va avoir des symptômes visuels. Donc ça peut être une baisse d'acuité visuelle, ça peut être une vision double. On peut aussi avoir des signes moteurs. Donc on peut avoir un déficit d'un côté, ça peut être des troubles de coordination.
On peut avoir des troubles de la sensibilité avec des fourmillements, par exemple, d'un côté. Et lorsqu'on a une plaque au niveau de la moelle épinière, on peut avoir une atteinte des deux jambes, par exemple une atteinte sensitive ou motrice des deux jambes, avec possiblement des troubles vésico-sphinctériens, notamment des troubles urinaires. Donc ça, c'est les symptômes de la poussée. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des symptômes invisibles, donc qui arrivent indépendamment d'une poussée. Donc volontairement, j'avais masqué les symptômes puisqu'ils étaient invisibles. Mais vous voyez qu'on a tout un tas de symptômes comme la fatigue, la dépression, les douleurs, les troubles cognitifs, les troubles vésico-sphinctériens, les troubles érectiles, les troubles de libido, qui peuvent tout à fait faire partie également de la maladie. Alors, comment la maladie évolue-t-elle? Donc, dans 85% des cas, on parle de sclérose en plaques rémitante récurrente, c'est-à-dire que les patients vont faire des poussées, vont récupérer. Et donc, vous avez ici représenté une poussée. Hein. Là, vous avez le temps et là, vous avez le handicap. Et puis, avec le temps, la poussée récupère et le patient revient à son état de base. Si on ne traite pas, si on laisse la maladie s'installer, peut survenir une deuxième poussée. Et avec le temps, les poussées peuvent laisser plus ou moins de séquelles. Et le risque, c'est d'accumuler du handicap en lien avec les séquelles des poussées. Donc ça, c'est dans 85% des cas. Dans certaines situations et avec l'évolution de la maladie, on peut avoir une évolution un petit peu plus insidieuse où les patients vont avoir l'installation plus progressive de troubles cognitifs, de troubles urinaires, de troubles de la marche. Et c'est ce qu'on appelle la phase secondairement progressive, hein, où il y a moins de poussées. Avec l'évolution de la maladie, on a un petit peu moins de poussées, mais on peut avoir cette phase progressive qui est un petit peu plus marquée. Et on pense que cette phase progressive démarre peut-être plus précocement que l'on pensait auparavant. Et enfin, il y a des formes vraiment qu'on appelle primaires progressives, où là, ce sont des patients, alors c'est souvent des hommes un petit peu plus âgés, autour de 40-45 ans, qui vont débuter leur maladie par des troubles progressifs sur 1 ou 2 ans. Donc, c'est des patients qui se présentent en consultation parce que ça fait 1 an, 2 ans, que lorsqu'ils vont courir, ils ont la jambe qui fatigue, etc. Donc, on n'a pas du tout de poussée, mais on a une évolution beaucoup plus progressive, avec sur l'IRM des images tout à fait comparables aux images que l'on rencontre dans la sclérose en plaques. Alors, pourquoi un patient développe-t-il une sclérose en plaques? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un patrimoine génétique et que dans la sclérose en plaques, les patients vont avoir un patrimoine génétique qui vont les prédisposer à la maladie. Donc, il n'y a pas de gène direct de la sclérose en plaques, mais il y a une prédisposition génétique. Et lorsqu'on rencontre des facteurs, lorsqu'on rencontre des facteurs de risque environnementaux, la maladie peut se développer. Donc, un des facteurs qui est très reconnu, c'est l'Epstein-Barr virus. Donc, l'Epstein-Barr virus, c'est un virus qui est responsable de la mononucléose infectieuse et qui est, lorsqu'on regarde chez les patients CEP, s'ils ont été infectés, il y a 99% des patients qui ont été en contact avec ce virus. L'obésité dans l'adolescence fait partie des facteurs de risque, le tabagisme probablement également, et un facteur de risque est clairement démontré, c'est le manque d'ensoleillement, le manque de vitamine D. Hein, et ça, c'est vrai qu'en France, par exemple, on observe beaucoup plus de cas de sclérose en plaques dans le nord et dans l'est du pays que dans le sud de la France. Donc en fait, cette prédisposition génétique et ces facteurs de risque environnementaux et probablement d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore vont occasionner et déclencher un dysfonctionnement du système immunitaire, et c'est le principe même de la maladie auto-immune. C'est-à-dire que le système va dysfonctionner et le système immunitaire va détruire anormalement des protéines de notre propre corps. Donc c'est les protéines du soi. Et dans la sclérose en plaques, la protéine de notre propre corps qui est reconnue comme étant anormale, c'est la myéline. Donc tout à l'heure, je vous ai montré ce schéma avec les lymphocytes qui s'activent, qui rentrent dans le système nerveux central et qui vont donc léser la myéline. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe et on sait que la sclérose en plaques, elle va impliquer les cellules de notre système immunitaire. Donc notre système immunitaire, c'est le même qui se défend contre les infections. Donc ça va impliquer l'immunité innée, et ça implique les macrophages, les astrocytes, les oligodendrocytes, la microglie.
mais ça implique également et surtout l'immunité acquise, donc qui implique, qui implique les lymphocytes B, les lymphocytes T. Et vous voyez ici un schéma volontairement beaucoup plus complexe pour dire que tous ces acteurs vont discuter entre eux pour créer des libérations de cytokines, donc les cytokines inflammatoires dont on a un petit peu entendu parler avec l'ambiance sanitaire Covid actuelle, hein, l'orage cytokinique. Donc c'est vraiment des protéines d'inflammation qui vont venir léser la myéline. Et si on regarde l'IRM de nos patients, donc les plaques que je vous ai montrées tout à l'heure vont correspondre à cette inflammation focale. Et si on regarde un petit peu plus près, on observe bien un infiltrat de lymphocytes dans ces plaques. Voilà, donc si on résume, je vous ai dit que c'était une pathologie à la fois inflammatoire et dégénérative. Donc on a bien ici une inflammation focale aiguë, hein, donc des plaques qui se forment à différents moments. Et puis lorsque l'inflammation est trop importante, elle peut entraîner une poussée. Donc ça c'est le caractère inflammatoire de la pathologie. Mais probablement très précocement dans la maladie, on a un autre mécanisme d'inflammation plus diffuse qui va être responsable de la dégénérescence et qui peut être responsable d'une progression plus insidieuse de la maladie. Et donc si on résume tout ce que je viens de vous dire, vous avez ici en vert les flèches qui correspondent en fait aux plaques. Et lorsque la plaque est suffisamment intense ou suffisamment inflammatoire ou dans une zone fonctionnelle, elle va dépasser le seuil clinique et elle va entraîner des symptômes. Donc une fois qu'on a des symptômes, on appelle ça une poussée. Si on ne traite pas, les plaques vont s'accumuler, les poussées vont s'accumuler avec un risque d'accumulation du handicap. Et puis on observe aussi cette dégradation plus progressive de la maladie. Donc en résumé, on a en périphérie, notamment dans les ganglions, des cellules qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes, qui vont présenter aux lymphocytes un petit morceau de molécule qui va ressembler, ça c'est la théorie du mimétisme moléculaire, qui va probablement ressembler à la myéline. Et donc le lymphocyte T va s'activer, va dire il faut faire quelque chose pour lutter contre ça. Il va se multiplier, il va communiquer avec les lymphocytes B. En s'activant, ils vont altérer la barrière entre le sang et le cerveau, permettant aux cellules de rentrer dans le cerveau. Et une fois que les cellules sont rentrées dans le cerveau, elles vont créer de l'inflammation. Donc soit par un système d'anticorps qui est libéré, soit par un système de cytokines inflammatoires qui vont venir léser les cellules. Voilà. Donc comment faire le diagnostic? Donc nous avons des critères, hein, donc, les critères de McDonald qui sont revus régulièrement. Donc là, la dernière révision s'est faite en 2017. Et en fait, pour le diagnostic de sclérose en plaques, une fois que le patient a fait une première poussée, on va avoir besoin de deux éléments. Le premier, c'est une dissémination qu'on dit spatiale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait soit deux poussées différentes, donc par exemple une baisse d'acuité visuelle et puis à un autre moment un trouble moteur. Et puis on a aussi des marqueurs IRM, donc on a une disposition particulière des lésions au sein du système nerveux central qui nous évoque la sclérose en plaques. Et ça, c'est important parce que toutes les taches blanches que l'on peut voir sur une IRM ne correspondent pas forcément à une sclérose en plaques, heureusement. Et on peut tout à fait observer des taches blanches au cours de la migraine, chez les patients fumeurs, chez les patients hypertendus. Donc on a vraiment besoin de l'expertise des neuroradiologues pour bien visualiser des plaques qui sont très évocatrices et en aspect, et en taille, et en morphologie, et en localisation. Et ensuite, on a besoin d'une dissémination dans le temps, c'est-à-dire que c'est une maladie chronique, donc il faut une évolution dans le temps de la pathologie, soit parce que le patient fait deux poussées distinctes, soit parce que le patient présente une nouvelle plaque sur une IRM de contrôle, soit, et maintenant, et c'était toute l'importance de ces critères, sur une première IRM, au moment d'une poussée, on arrive à savoir s'il y a des plaques anciennes ou s'il y a des plaques récentes. Et c'est pour ça que cette IRM est injectée avec du gadolinium, parce que les plaques récentes, elles vont se rehausser après l'injection de produits de contraste, ce qui n'est pas le cas des plaques plus anciennes. Donc sur une même IRM, on arrive à savoir s'il y a des plaques anciennes ou des plaques récentes. Et puis ce qui était assez nouveau dans ces critères, c'était l'étude du liquide céphalorachidien.
Donc autour du cerveau et autour de la moelle épinière, on a du liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et lorsqu'on a de l'inflammation, on va avoir une fabrication anormale de protéines de l'inflammation, ce qu'on appelle la synthèse intratécale d'immunoglobulines. Et si on a cette anomalie, c'est que probablement le mécanisme est là depuis un certain temps. Donc ça nous permet de confirmer l'aspect temporel de l'évolution. Je reviens juste rapidement sur les critères IRM de dissémination spatiale. Je vous ai dit qu'on avait des localisations bien spécifiques. Donc effectivement, ça concerne des lésions périventriculaires. Donc là, ici, vous avez l'IRM d'un patient avec des zones noires qui correspondent à du liquide qu'on appelle les ventricules. Et donc, on observe des lésions autour des ventricules. Donc là, vous avez bien une tache blanche, donc un hypersignal périventriculaire. On en observe un autre ici, un autre ici. Voilà, donc ça, ce sont des lésions périventriculaires tout à fait caractéristiques. On va avoir aussi des lésions juxtacorticales. Donc le cortex, c'est cette zone, le petit ruban blanc qui correspond au cortex. Et vous voyez ici une lésion qui va aller vraiment tout autour du cortex. On en retrouve aussi une ici. Donc ça, ce sont les lésions juxtacorticales. On a les lésions sous-tentorielles, donc qui vont être sous la tente du cervelet, donc qui vont intéresser principalement le tronc cérébral, vous voyez ici, le pédoncule cérébelleux par exemple. Là, on a une lésion au niveau du cervelet. Les lésions médulaires, donc qui sont effectivement tout à fait caractéristiques, surtout lorsqu'elles se trouvent dans la moelle, au niveau de la moelle cervicale. Et là, je vous ai mis un exemple d'un patient qui avait des plaques cervicales ici, ici. Puis vous voyez ici, on a une petite plaque blanche après injection de produits de contraste, qui correspondent probablement à celle-là qui est rehaussée. Celle-là, pardon, je vois pas bien. Voilà, celle-là, on est sûr qu'elle est récente. Et enfin, donc ça ne fait pas partie des critères, mais c'est des localisations très évocatrices de sclérose en plaques, c'est le nerf optique. Donc vous avez ici une coupe frontale, donc il faut imaginer que le patient vous regarde et qu'il a ses deux yeux, ses globes oculaires ici. Donc vous avez ici des zones grises qui correspondent en fait aux muscles oculomoteurs pour bouger les yeux. Et puis au milieu, ici, là, on a le nerf optique et vous voyez bien la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là apparaît beaucoup plus gros, blanc, inflammatoire. On le retrouve ici, pareil sur des coupes un petit peu différentes. Voilà. Donc ça, l'inflammation du nerf optique, c'est quelque chose qui est tout à fait évocateur. Voilà, donc juste pour vous montrer que ces critères ont comme principal intérêt de diagnostiquer et de dépister tôt nos patients pour pouvoir leur proposer le traitement le plus tôt possible. Et donc, on observe, donc là, vous avez le délai du diagnostic en mois, et là, vous avez le pourcentage de patients. Et vous voyez qu'en 2010, il fallait attendre presque 4 ans pour diagnostiquer à peu près 50% des patients. Alors qu'avec les critères en noir de 2017, quasiment dès le premier mois, on arrive à diagnostiquer 50% de nos patients. Donc clairement, ces critères permettent de diagnostiquer plus tôt et donc de proposer un traitement plus tôt à nos patients. Alors, dernière partie, c'est comment prendre en charge la maladie. Donc il y a 4 objectifs. Le premier, c'est bien évidemment de prévenir les poussées et donc d'éviter qu'il y ait des séquelles résiduelles. Ensuite, si jamais une poussée survient ou alors au moment du diagnostic, lorsque la poussée survient, on est capable de la traiter pour améliorer la récupération. Les objectifs de la prise en charge, c'est également d'éduquer le patient pour qu'il sache reconnaître les symptômes de sa maladie et gérer au mieux les symptômes au quotidien. Et puis enfin, l'objectif, c'est d'améliorer le quotidien des patients. Donc, concernant la prévention des poussées, à l'heure actuelle, on a quand même de nombreux traitements à notre disposition pour atténuer, voire contrôler la survenue de poussées. Donc, historiquement, on avait les traitements injectables sous-cutanés ou intramusculaires. Sont arrivés, il y a un petit peu plus de 10 ans, les traitements intraveineux. Et puis, plus récemment, 2014, je pense, 2014, 2015, des comprimés. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on a des possibilités thérapeutiques. Donc, les traitements qui ont l'AMM, qui sont autorisés en 2021, on en a donc le socle bleu, c'est plutôt les traitements qu'on va donner en première intention.
Mais rapidement, si le traitement n'est pas efficace parce que le patient fait des nouvelles poussées ou parce que le patient garde des plaques sur son IRM de contrôle, on a des traitements dits de haute efficacité. Voilà, donc le plus ancien, c'est 2017, qui a été mis sur le marché en 2019. Mais vous voyez qu'en 2017, qui a été mis sur le marché en 2009, 2019, on a eu l'Ocrevus, et puis pour ce printemps, on attend la commercialisation du Mavenclad. Donc les choses bougent énormément, la recherche permet d'aboutir à toutes ces possibilités thérapeutiques. Donc c'est vraiment très, très important pour contrôler la maladie. Donc ensuite, si la poussée survient, on la traite. Alors on la traite en fonction de la durée de la poussée, de son intensité. On traite par des corticoïdes. Donc je vous ai dit qu'il y avait une inflammation focale. Donc on va traiter l'inflammation par des corticoïdes. Et on utilise des corticoïdes à forte dose. C'est-à-dire c'est à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est exactement 1 gramme par jour pendant à peu près 3 à 10 jours en fonction de l'intensité de la poussée. Et donc le plus souvent c'est des traitements intraveineux qui se font soit à l'hôpital, soit à la maison, avec des prestataires, mais on peut aussi le donner en comprimé. Voilà. Donc le but du traitement anti-inflammatoire, c'est surtout d'accélérer la récupération de la poussée. Enfin, l'objectif, c'est d'éduquer le patient à sa maladie. Donc c'est le rôle des réseaux, et c'est vrai que dans la région centre, on a la chance d'avoir le réseau Neurocentre. Voilà, c'est le rôle des équipes d'éducation thérapeutique, le rôle des associations de patients. Et puis, il y a de nombreux outils qui sont aussi proposés par les industries pharmaceutiques pour accompagner le patient dans sa pathologie. Et le dernier point, c'est améliorer le quotidien. Je vous ai dit que le patient, il n'y avait pas que les poussées, il y avait aussi tous les symptômes invisibles qu'il pouvait rencontrer et qui peuvent altérer son quotidien. Donc il faut savoir prendre en charge la fatigue, la dépression, les troubles urinaires, la douleur. Et donc ça fait appel parfois aux médecins traitants, aux médecins de rééducation, aux psychiatres, à l'urologue, aux médecins des douleurs, parfois aux neurochirurgiens. On a aussi, c'est très important d'expliquer aux patients qu'il faut qu'il garde une activité physique régulière, alors en s'adaptant à sa fatigue et à ses douleurs, mais il y a parfois même besoin de prise en charge dans des centres de rééducation ou de réadaptation ou de faire de la remédiation cognitive. Donc tout ça, ça va impliquer les kinés, les ergos, les neuropsychologues, les psychologues, le professeur d'activité physique adaptée. Il y a une part aussi à donner à la prise en charge non médicamenteuse. Il y a des patients qui vont vraiment être améliorés, qui vont avoir du mieux-être, du bien-être grâce à des techniques de médecine douce. Voilà, la cryothérapie, par exemple, c'est une approche qui peut être intéressante dans certaines douleurs. Voilà, je vous ai mis le yoga, l'hypnose, mais il y a tout un tas de techniques qui permettent d'améliorer le quotidien et le ressenti des patients. Et puis enfin, vous savez que c'est des patients le plus souvent jeunes, donc qui sont soit qui travaillent le plus souvent ou alors qui sont en études. Et donc, c'est important de les accompagner sur le plan professionnel pour les maintenir dans l'emploi. Hein. Donc, parfois, on a besoin de se faire aider par l'assistante sociale, l'équipe de la MDPH ou dans certaines régions, ça s'appelle la maison de l'autonomie. Voilà, le rôle du médecin du travail, le rôle des associations, etc. Voilà, donc en conclusion, j'espère que la sclérose en plaques n'a presque plus de ce secret pour vous. Alors c'est vrai que pour les chercheurs et les neurologues, il y a encore de nombreuses pistes à explorer et donc c'est toute l'importance de la recherche clinique et fondamentale. Je vous remercie de votre attention.